Bel bonsoir, peuple, moi, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Bienvenue à vous dans votre émission Chou pour tête. C'est le rendez-vous. C'est votre rendez-vous de déconstruction. Chercher de nouvelles alternatives. L'émission où on discute, où on parle, où on discute avec des invités de qualité et également avec l'équipe. Saïdi Aïlouich, comment vas-tu? Tranquille, quand j'aime la position, toujours qu'à Goumen, quoi, toujours en action. Ah, mon garçon, tu es plus en action là au soir. Là. Bon, c'est juste pour reposer. Mais sinon, rien pas à changer. Rien pas changé. Chivé blanc qu'à pousser. Chivé blanc qu'à pousser. Pour continuer un petit peu, belle journée, sale temps, comme vous le constatez ces temps-ci. Il fait beau, mais malheureusement, il y a des odeurs de fumée, comme on constate. Il y a des dégradations, des manifestations, des manipulations également, tout plein de choses que j'ai envie de dire qui se passent actuellement. Depuis le 1er septembre, par rapport à un mouvement, on a commencé également, nous, notre rentrée. On a débuté avec l'appel à la mobilisation. La semaine dernière, c'était justice et militantisme. On a invité, c'était Monsieur Monotuka. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur la phase sociale, toujours mobilisation, leadership et militantisme. Et pour cela, nous avons un invité ce soir, Monsieur Mathis Brival. Bonsoir, mon invité. Bonsoir. Comment vas-tu? Voilà, mon Kagoumen. Au Kagoumen? Ouais. Ou en forme? Ouais. Donc ce soir, nous allons parler de leader et militantisme. Si tu peux te présenter avant tout, Mathis, s'il te plaît. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir les spectateurs, bonsoir les internautes. Moi, c'est Mathis Brival. Je suis militant, travailleur social et comédien. D'accord, ok. Également, un monsieur qui travaille beaucoup par rapport aux hommes aussi. Ouais, avec les cercles d'hommes, d'ailleurs, il y en avait eu un hier, il y en a un d'autre demain. Co-fondateur des cercles d'hommes depuis maintenant 3 ans et demi. Ouais. On en a déjà parlé à travers Papa Génité, également à travers Chou pour tête, et puis également sur des libres antennes aussi où tu as pu être invité, et tu as pu parler également des cercles d'hommes. Toi également, Louis. Oui, effectivement, c'est avec Mathis justement qu'on est à l'initiative justement des cercles d'hommes. Et que du coup, on participe à les organiser tous les mois. Donc ce soir, nous allons parler leadership et militantisme. On continue sur la lancée. Et pourquoi nous allons parler ce soir de cette thématique? Alors, étant dans le milieu militant depuis un certain nombre de temps, ce débat-là arrive souvent parce que malheureusement souvent aussi quand il y a une crise par rapport au leader. C'est-à-dire que si on apprend des choses par rapport au fonctionnement du leader ou qu'il aurait fait une faute ou quoi que ce soit, et que souvent on commence à ce moment-là à se poser des questions, de se dire est-ce qu'il y a besoin finalement d'un leader? Est-ce que c'est quelque chose de très récent historiquement? Est-ce que dans toute l'histoire de l'humanité, il a fallu qu'il y ait un chef pour que les sociétés en fait puissent fonctionner? Et donc du coup, dans le cadre militant, est-ce qu'il faut toujours en fait qu'il y ait un leader pour fonctionner? Et pendant très longtemps, moi j'ai pensé que oui, du coup parce que je voyais pas en fait d'autres mouvements qui prenaient autre chose, jusqu'à ce qu'en fait que je découvre l'existence des anarchistes, des mouvements anarchistes, en tout cas de l'anarchisme. Donc d'où leur principe, c'est ni Dieu ni maître, et c'est justement d'abattre toute forme de hiérarchie et du coup de déclencher des formes d'organisation, de toute façon on va les voir après, qui sont horizontales. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me questionner à savoir, effectivement, est-ce qu'il y a besoin de leaders, ou en tout cas, est-ce que les leaders tels qu'on les connaît, est-ce qu'on peut continuer avec ce modèle-là? Et est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas le questionner déjà, le critiquer? Je pense que c'est important de toujours critiquer des formes d'organisation qui existent. Et qu'est-ce qu'on peut proposer, en tout cas, à l'avenir, concernant, en tout cas, un leader dans un mouvement? Un mot par rapport à son introduction, Mathis? Je suis d'accord. Je pense que c'est une question ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur la question de l'autonomie et du sens de l'initiative des personnes qui, du coup, ne sont pas le leader, du coup. Je crois que le fonctionnement avec un leader peut empêcher, retarder, handicaper cette mise en condition-là dans l'esprit des gens qui, du coup, suivent ou adhèrent à un mouvement. J'aurais bien aimé parler de ça ce soir. Bon, on va en discuter ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous avez la possibilité également de participer avec nous en laissant des commentaires, soit à travers, si vous nous regardez via les réseaux, sur Facebook ou sur YouTube. Vous êtes qu'à laisser un petit commentaire, vous êtes qu'à laisser également quelques avis ou des suggestions. N'hésitez surtout pas. C'est à travers vos retours que nous allons également
j'ai envie de dire, évoluer. Sinon, sur la page F-Media, via Instagram ou Facebook ou TikTok, il y a également la possibilité de laisser vos commentaires. Ça va nous permettre d'avoir vos retours, même des suggestions en termes de thématiques. C'est comme ça, nous, qu'à travailler en lignage, mon envie de dire. Donc, pour commencer, leadership et militantisme. Messieurs, comment définissez-vous le leader? Alors déjà, je vais prendre une définition que j'ai trouvée. Donc, de façon bateau, en tout cas, c'est une personne qui se trouve à la tête d'un mouvement. Une personne qui peut être aussi un porte-parole. Ok, donc ça, c'est une définition bateau. Ensuite, celle qui est un peu plus liée à la psychologie sociale, c'est une personne qui jouit d'une grande autorité, notamment au sein d'un groupe restreint, parce qu'il y est populaire et exerce un ascendant réel. Donc ça, c'est une définition, en tout cas, qui prend en considération la psychologie sociale pour pouvoir poser justement le cadre au niveau de la définition. Maintenant, je laisse Mathis donner son avis sur... Ouais. C'est un mot qu'il faut nuancer de patron, de chef, etc. Ce sont des mots qui sont très délicats, mais dans les sujets que j'aimerais aborder, le leader prend l'initiative a une voix qui ne compte pas autant que celle de n'importe quel membre. Il a une voix qui compte plus, en fait. Donc, quelque part, il a le dernier mot. Il y a une autorité, comme Ulrich l'a dit. Il est représentatif. C'est-à-dire que s'il faut personnifier un mouvement ou une idéologie, ça sera le visage, en fait, du leader en question. Et il a un rôle de centralisation. Donc ça rejoint les ordres, ça rejoint les informations. Le leader a un haut niveau d'information, si ce n'est pas le centre, en fait, des informations du mouvement dont on parle. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voudrais ajouter. J'ai envie de rajouter également charismatique. C'est quelqu'un qui a... Est-ce qu'un leader a beaucoup d'ego? Alors, justement, sur le charisme, j'aurais plus dit que, étant donné qu'il y a la conjonction leader charismatique, ça veut dire qu'un leader n'est pas forcément charismatique. Ça peut aider qu'il ait du charisme. Ça peut aider justement pour pouvoir faire attirer et faire bouger en tout cas les membres du mouvement. Mais déjà, je pense qu'il faut faire attention sur ce côté charisme. Différencier les deux. Voilà, effectivement. Je pense qu'il y a des leaders charismatiques, il y a des leaders qui ne sont pas forcément charismatiques, mais qui restent des leaders pour toutes les raisons en fait, que Mathis a donné. Le fait qu'il donne un cadre, donc il a une autorité, il est représentatif et il centralise l'information. Il n'est pas obligé de faire bruit. Comment? Il n'est pas obligé de faire bruit. Voilà, exactement. Et sur le côté, donc tu disais, est-ce qu'il a de l'ego? Oui, de toute façon, tous les êtres humains ont de l'ego. Mais évidemment un ego plus supérieur que d'autres, j'ai envie de rajouter. Voilà. Je ne parle pas de l'ego, voilà. Okay. L'ego, c'est-à-dire qu'on sent que... Ça peut nourrir cela. Et ça, justement, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Tout comme un leader peut être autoritaire ou ne pas l'être. Ce sont des précisions qu'on apporte après. Et l'ego est nécessaire en fait pour supporter en fait la pression de ce genre de rôle. C'est comme les personnes qui sont hautes dans une hiérarchie. En fait, il y a des profils psychologiques qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas. Et oui, il y a certains agencements psychologiques qui sont nécessaires ou qui sont encouragés par les fonctions de leadership. Un peu introverti ou extraverti. Par exemple, leader introverti, ça va être compliqué. Voilà. Eh bien, on a donné la définition, mais quels sont les leaders ou figures historiques qui vous ont inspiré, qui vous inspirent la face d'un leader? Pour moi, c'est très compliqué cette question-là. Et justement, en fait, comme Ulrich, avant, je considérais que c'était nécessaire d'avoir un leader, etc. Mais en fait, depuis quelques années, je suis un petit peu dans l'opposé, dans l'extrême opposé, dans le sens où je me suis particulièrement focalisé sur les personnes qu'on ne voit pas, les personnes sur qui on n'écrira pas de livre, sur les personnes qui n'auront pas de statut. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens où on ne connaît pas leur nom, en fait, mais ils faisaient partie du mouvement, et sans eux, en fait, le mouvement n'aurait pas existé. Toutes les petites mains, en fait, invisibles. Il n'y a personne qui est inspiré? Aujourd'hui, en fait, je ne peux pas, en fait, te dire... À un certain moment. Alors, dans certains moments, comme tout le monde, il y a eu, aux États-Unis, il y a eu Luther King, il y a eu Malcolm X, il y a eu les trucs classiques, en fait. Castro, en Inde, etc. Gandhi, quoi, tout ça, ouais. Et au final, en fait, je me suis rendu compte, déjà que idéologiquement,
mon niveau d'accord avec eux se finissait très vite, puisqu'il y a forcément des choses qui manquent, il y a toujours des chantiers, des domaines sur lesquels ça n'allait pas, tu vois. Et aussi, en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, c'était le résultat d'un agencement médiatique, volontaire ou non, tu vois, mais c'était de la communication, majoritairement, et que aujourd'hui, pour moi, le plus important, ce sont les personnes invisibles qui soutiennent un mouvement, qui sont nombreuses et qui sont anonymes. Donc, je rebondis par rapport à ce que tu parles des médias. Ouais. Tu veux dire, selon toi, ce sont les médias qui veulent mettre en avant un leader? Alors, il y a plusieurs axes dans ce que je dis. Il y a effectivement des mouvements qui vont choisir une tête d'affiche parce que pour certains critères, etc., c'est ce qui s'est passé avec Rosa Parks, par exemple. Donc, ils vont le faire volontairement pour des raisons de communication. Et puis, il y a aussi des choses qui arrivent par la force des choses, où quand il y a un militant ou un activiste qui est plus motivé, qui est plus actif que d'autres, ou, tu vois ce que je veux dire? Où là, en fait, par la force des choses, c'est cette personne-là qui va être mise en avant, tu vois. Mais pour n'importe quelle raison, au final, en fait, on se retrouve avec un mouvement qui est représenté par quelqu'un. Et cette personne, même si au départ, ce n'était pas le chef, le leader ou que sais-je, ben, en fait, comme c'est la plus visible, elle finira par avoir une autorité finalement. Et non seulement les gens vont penser à cette personne directement, alors que ce n'était pas ce qu'elle a voulu, mais aussi parfois, en fait, des militants qui, à la base, étaient autonomes et étaient sur leur lancée, peuvent se recentrer autour d'une personne et commencer à développer de la passivité. Tu vois? Donc, c'est pas quelque chose, ce que je dis, c'est pas que c'est quelque chose de volontaire, mais finalement, en fait, c'est quelque chose qui va arriver mécaniquement si on ne fait pas attention. Si on n'est pas éduqué à l'anarchisme, si on ne cultive pas une autonomie intellectuelle et militante. Donc, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui va se faire mécaniquement. Alors, à titre personnel, moi, ce sont les leaders, ce qu'on appelle organiques, qui m'ont toujours inspiré. Quand je parle d'organique, ça veut dire quelqu'un qui ne se positionne pas au-dessus d'un mouvement ou des membres du mouvement et qui est, en fait, qui va avoir une position où il sera justement intégré dans les actions, en tout cas des militants. C'est-à-dire que quand il y a une action qui se fait, il n'est pas en retrait, et il envoie justement les militants marcher, faire quelque chose, et puis lui, il arrive ensuite pour faire un grand discours. C'est des personnes qui mettaient la main à la pâte, voilà, qui mettaient la main à la pâte, qui allaient sur le terrain. Là, j'ai entendu De Gaulle quand tu as parlé, là. Quoi? J'ai entendu De Gaulle. Oula, alors. Tu m'as imaginé avec De Gaulle, c'est-à-dire celui qui va, faut faire ci, il faut faire ça, mais on est... Ok, d'accord. Sur le côté, là, tu vois. Dans ce sens-là. Et du coup, ceux qui m'ont inspiré, c'est dans ce cadre-là, ceux que je considère qui sont organiques, c'est Guevara, Amilcar Cabral, ça c'est au niveau de la Guinée et du Cap-Vert, et Thomas Sankara, ça c'est au niveau du Burkina Faso. Ce sont justement des leaders qui mettaient la main à la pâte et qui étaient, qu'on ne retrouvait pas seulement dans les hautes sphères, mais qui étaient vraiment dans une action de terrain, qui étaient présents et qui mouillaient le maillot, voilà, comme on peut dire justement, par exemple au foot. Et un autre qui m'a inspiré, c'est Luther King, en fait, tout simplement, parce que c'est le premier sur lequel je suis tombé, notamment sur ses travaux, parce que moi je l'ai lu avant de connaître réellement ce qu'il a fait, en tout cas. Donc j'ai lu ses discours. Et c'est assez inspirant. Et Domota, à titre plus régional, parce qu'au niveau martiniquais, moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas, à mon sens, des leaders, en tout cas, sur lesquels je pouvais auxquels je pouvais me référer. Petit, il y a eu rapidement Garça Malsa, mais effectivement, mes parents ont fait tellement lobbying pour casser le fait qu'il ne fallait pas le suivre, que bon, voilà, ça a joué. Et du coup, effectivement, la figure de Domota, à un moment donné, m'a inspiré. Et on va discuter justement de pourquoi c'est des choses sur lesquelles je reviens aujourd'hui, parce qu'il y a des problématiques qui sont soulevées. Et quand on prend ça, et si on va prendre différents domaines, moi je prends le domaine du panafricanisme, qu'on nomme des leaders, on va voir aussi qu'on nomme souvent des hommes. Et ça, c'est une problématique justement qu'il faut soulever. Parce que dans une société qui évolue, ça pose problème effectivement que ce soit que des figures masculines qui soient mises en avant et très peu de figures féminines. Vous voyez, ça vous vient à l'esprit des leaders féminines? Ah si, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup parce que moi, je suis formé, éduqué à cela. Je me suis intéressé à la question, ce qui fait que j'en ai. J'ai, par exemple, à titre local en tout cas, Paulette Nardal. Quelqu'un qui est de plus en plus connu, mais qui demande à être beaucoup plus connu de par son importance dans
l'expansion, en tout cas, de la négritude, par exemple. Et puis, bon, il y a d'autres noms de figures féminines, mais en tout cas, celle à titre local, en tout cas, il y a elle. Après, effectivement, il y a aussi Winnie Mandela. On parle beaucoup de Nelson Mandela, mais Winnie Mandela, il ne faut pas oublier que quand il était en prison, c'est elle qui a repris les rênes du mouvement et qui a continué à le faire. Et Winnie Mandela était un peu plus, je dirais, même plus rebelle que... Ah non, ils étaient aussi rebelles l'un que l'autre. Il faut juste voir que... C'est ce que, peut-être à travers, j'ai envie de dire, les médias ont voulu alimenter. Exactement, mais il faut bien savoir que Nelson Mandela était sur la liste des terroristes les plus recherchés dans le monde. Hein, d'accord. C'est ça la vision de base que l'Occident a de lui. Mais lui, il a fait 30 ans de prison. Winnie n'a pas fait 30 ans de prison. Donc lui, il a eu la possibilité d'être cassé dans sa dynamique, alors que Winnie a continué sur le terrain. Il faut voir le traitement qu'il y a eu de Winnie une fois que Nelson a été emprisonné. Mais à travers les figures que tu as pu démontrer, que tu as pu dire, parce que la prochaine question allait sur est-ce qu'un leader peut-il être à la fois homme politique et meneur sur le terrain? Pas forcément alors. Oui. Parce que Martin Luther King, il n'était pas dans la politique. Alors, il n'était pas dans la politique politicienne. Il n'était pas élu, en tout cas, mais il a fait de la politique. En tout cas, ses actions, on peut considérer qu'elles étaient fondamentalement politiques. Il a utilisé l'outil de la désobéissance civile pour pouvoir porter des éléments et des avancées au niveau des droits. Mais du coup, c'est une forme de politique. Ce n'est pas la politique politicienne. Mais effectivement, c'est Audrey qui les a cités, par exemple Guevara et Castro. Ce sont des leaders qui ont pris des fonctions politiques et qui les ont exercées. Qui sont allés vers la voie de la politique politicienne. Enfin, oui, ils ont mis en place un système où ils étaient... le castrice, etc. Voilà, où ils étaient effectivement à la tête. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mathis? Qu'est-ce que j'ajouterais Non, rien en fait. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je dirais que là en figure féminine, je pense à Gisèle Halimi dans le féminisme, mais en termes de... Bon, c'est une avocate en fait, donc bon, son terrain, il était là. C'était pas forcément la rue. Mais voilà, hein, en fait, oui, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, c'est pas forcément obligatoire de faire du terrain, de la rue, des manifestations, etc., pour être un leader. Mais il faut dire aussi que ta vision, comme tu disais, elle ne va pas vers la lignée du leader. Comme Absolument, je pense qu'il faut s'émanciper de cette façon de s'organiser, parce que ça génère de la passivité. Ouais. C'est très dangereux, parce que justement, une fois que la tête est coupée, il y a des personnes qui sont désactivées. Bon, on va continuer par rapport à ça. Qu'est-ce qui légitime un leader, sachant qu'une unanimité est très rare? L'outil démocratique, je pense que je suis pas forcément un démocrate à l'échelle de tout un pays, tu vois, mais pour un mouvement, c'est important. Je pense qu'un leader qui fonctionne avec la démocratie vaut largement mieux qu'un leader qui la bafoue. Qui la bafoue. Oui, qui la bafoue. Qui fonctionnerait en fait avec un fonctionnement vertical, sans prendre en compte en fait les conseils et les conseils et les avis de tous les membres d'un mouvement. Ok. C'est-à-dire être à l'écoute d'une certaine manière. Pas seulement être à l'écoute, faire fonctionner l'outil démocratique, dans le sens où oui, en fait, dans le sens où le pouvoir, normalement, vient d'en bas. Si tu es juste à l'écoute, ça reste toujours en toi, en fait, qui prend la décision, ça reste toujours selon ton paradigme, en fait. Une fois qu'on t'aura dit les choses, tu vas réfléchir et puis tu vas décider d'un truc, ça reste toujours toi qui es au pouvoir, en fait. La démocratie, c'est pas ça, en fait. La démocratie, c'est vraiment un pouvoir qui vient d'en bas et qui n'est pas, en fait, retravaillé par la personne qui est tout en haut et puis qui va prendre la décision finale. Là, en fait, on est encore dans un fonctionnement pyramidal. C'est juste qu'il n'est pas autoritaire. Voilà. Mais ça n'est pas la vraie démocratie, ça. Si on doit tous dire au leader, si on doit tous être les conseillers du leader, et finalement c'est lui qui prend la décision, c'est pas de la démocratie. C'est quoi alors ? C'est de la représentativité, mais pour moi c'est un petit peu le mode de fonctionnement dans lequel on est actuellement, quoi, en France.
c'est pas le peuple qui a le pouvoir en fait. Bon, surtout avec les dernières législatures, on l'a vu aussi, Ouais. entre autres. Je saurais pas comment le nommer. Est-ce que tu saurais comment le nommer ça? Le fait que en fait tout le monde donne son avis, ok, on veut bien entendre notre Parce avis. qu'habituellement, on entend dictature ou démocratie. Je crois que je ne crois pas que ce soit. Je pense qu'il y a des nuances. Voilà. Je pense qu'il y a des nuances. Je saurais pas te donner les noms. C'est maquillé. Comment? C'est maquillé. Ouais. Du coup, ce qui légitime, à mon sens en tout cas, un leader, c'est effectivement l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire une fois qu'il est arrivé à cette position de leader, comment effectivement il prend des décisions et comment il consulte. C'est aussi la capacité à rassembler. Parce qu'effectivement, un leader qui ne rassemble pas autour de lui, on aura du mal en tout cas à considérer que c'est un leader, ou en tout cas il ne sera pas pérenne, forcément. Il y a le fait d'être effectivement représentatif, c'est-à-dire de ne pas s'autoproclamer comme le leader, mais d'avoir une majorité, en tout cas, de personnes qui vont pousser à ce que cette personne-là prenne la tête du mouvement. D'accord ? Donc, il s'appuie sur une base populaire et pas quelqu'un qui prend le pouvoir par n'importe quel moyen. D'accord ? Donc, il y a ce côté représentatif. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a aussi beaucoup le fait d'avoir une faculté de prendre la parole en public et de pouvoir, du coup, véhiculer le message qui le représente, finalement. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait quand même une certaine faculté au niveau de la prise de parole. Et je pense que c'est ces outils-là qui permettent effectivement de légitimer un leader. Un leader qui a ces caractéristiques-là, il y a des chances, effectivement, qu'il puisse être pérenne, en fait, au sein d'une organisation. Messieurs, pensez-vous que le militantisme peut parfois reproduire les structures oppressives qu'il cherche à combattre à travers la figure du leader? Bien sûr. Je crois que donc dans les caractéristiques du système dans lequel on vit, qui pose problème, un autoritarisme ou diverses formes d'oppression, je pense que nous sommes imbibés de ces modes de fonctionnement, et que la déconstruction est difficile, et que oui, si par exemple, moi je suis soumis à des autorités dans le système, et que je trouve une contre-société, c'est-à-dire un mouvement militant, et que en fait, j'ai pas en fait bossé sur le fait de déconstruire les choses qui sont en moi, en fait je peux très bien finalement prendre une position d'oppresseur, prendre une position d'autorité, et commencer à devenir la personne qui a l'ascendant sur les autres, bien sûr. Si, je sais pas, moi, je suis clair de peau, on sait que les personnes qui sont plus claires de peau ont tendance à prendre le leadership par rapport à des personnes qui sont plus foncées de peau. En fait, et des personnes qui sont foncées de peau peuvent avoir plus confiance en des personnes qui sont plus claires de peau. Donc, si on crée une contre-société et qu'on n'a pas bossé sur ça, en fait, on va nous-mêmes le réinstaller. Pareil, les hommes vis-à-vis des femmes, etc., ou les plus âgés par rapport aux plus jeunes. Diviser pour mieux régner? Non, ça, du coup, ça pour moi, c'est pas quelque chose qui est fait volontairement par nos ennemis. Hein. C'est quelque chose qui est en nous. Alors, je dirais pas que c'est un fonctionnement humain, puisque ça veut un petit peu rien dire. C'est des choses qui, j'estime, sont apprises, c'est des choses qui sont acquises, qui sont pas forcément dans notre essence. Mais je pense que c'est clairement en nous et que ni l'État, ni l'appareil répressif n'a à faire quoi que ce soit pour que ça se mette en place. Hein. Je pense que c'est un truc qui est en nous, puisque ça fait partie des choses qu'on a intégrées et qu'il faut déconstruire. Donc pour moi, parfaitement, n'importe quel mécanisme de domination peut se retrouver dans un mouvement militant si on n'a pas assez bossé là-dessus, et ça se manifeste très vite, et il faut être formé et réagir fermement pour empêcher ça de s'installer. Tu as parlé de déconstruction, c'est vrai que si certains problèmes ne sont pas réglés, par exemple, j'ai un exemple comme le Rwanda, c'est peut-être plus complexe que ça, il y a plus de choses, mais ça venait d'abord sur deux ethnies, deux tribus qui ont formé un pays, et à partir de là, ils étaient ensemble, et puis ça a créé ces différences-là qui ont créé des guerres également, des conflits aussi. Donc, si des problèmes ne sont pas réglés, si tout ce qui traîne, se salit après. Et ensuite, après ça peut provoquer certaines choses. Ouais. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Mathis, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vit depuis un certain nombre de siècles, j'ai envie de dire plus d'un millénaire en tout cas, dans des rapports de domination qui sont clairement établis et reconnus
Donc, on peut pas. Enfin, c'est très compliqué en fait de penser que ça fait si longtemps que les sociétés dans lesquelles on vit sont dans des systèmes de domination, et en fait que du coup, soudainement, en créant un mouvement, on était dans un mouvement, un leader en fait ne reproduit pas les systèmes de domination à l'intérieur du mouvement. Il faut faire attention à ça, il faut bien se comprendre cela. C'est pour ça que c'est pas forcément humain, mais effectivement c'est quelque chose qui est certainement culturel, qui se transmet, et que si on n'est pas alerte à ce niveau-là, il y a de fortes chances que même inconsciemment, on reproduise effectivement ces schémas-là. Parce que ce sont des schémas connus, et ce sont des modèles de référence sur lesquels on se base pour pouvoir effectivement exercer finalement son leadership. Limite, il reproduit c'est-à-dire qu'il reproduit sur quoi il s'est battu. Oui, des fois, oui, effectivement. Le schéma du dominateur se retrouve dans le domaine même du nouveau mouvement en fait, qui se met en place. Et ça, c'est très documenté. Il y a énormément de mouvements qui ont été étudiés où effectivement, on a constaté que ça a périclité parce que dedans, les systèmes de domination se sont reproduits. Et que même si dans le discours vers l'extérieur était très vindicatif envers justement ce système de domination, à l'intérieur du mouvement, en fait, c'est ça qui a rejailli parce que c'est pas traité, c'est pas déjà reconnu, et ensuite ce n'est pas traité ni soigné, ce qui fait en fait que à n'importe quel moment ça peut exploser. Là, ce à quoi ça me fait penser, c'est il y a eu beaucoup de dénonciations sur le système du woofing. Tu vas dans une ferme et tu travailles pour les fermiers à condition d'être logé, nourri, blanchi, tout ça. Okay, et donc du coup, c'est des gens qui sont motivés par le fait de s'émanciper du capitalisme, le fait de s'émanciper du productivisme, etc., et de l'exploitation du vivant. Et en fait, à la base, les fermiers en question sont probablement des gens qui voulaient s'émanciper de ça, qui ont quitté la ville ou qui sont fermiers depuis plusieurs générations, etc. Mais en fait, au final, lorsque ces systèmes-là se sont développés, en fait, les fermiers sont devenus des capitalistes comme les autres, en fait, qui exploitaient de la main-d'œuvre, qui faisaient preuve d'autoritarisme, qui répondaient à des dynamiques de rendement et qui faisaient passer l'humain après. Tu vois. Donc, oui, c'est parfaitement possible. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à l'écologie et à l'anticapitalisme, puisque du coup, les personnes qui étaient pro-statu quo ou qui étaient prudentes par rapport à l'écologie ont dit, vous voyez, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est dans la nature humaine de s'organiser en pyramide, d'exploiter le vivant, et que ce soit les plus forts contre... Voilà, et que c'est dans la nature humaine et qu'on ne peut rien y faire. Regardez, vous avez une preuve, en fait. Donc du coup, oui, ça fait toujours très très mal en fait à la dynamique d'un mouvement lorsque ces mécanismes-là se perpétuent et que c'est vu. On va continuer. Comment éviter que le rôle de leader devienne une source de pouvoir personnel plutôt qu'un outil pour servir la cause? Pour moi, c'est une question de spiritualité, c'est une question de morale. De valeur? Ouais. Et c'est une question de valeur. Donc, si on n'a pas ces valeurs-là, de toute façon, c'est mort. Et ensuite, une fois qu'on les a, c'est une question de rigueur et d'accompagnement, en fait. C'est une question de discipline. Je pense que moi, je ne crois pas en fait aux gens qui seraient purs, tu sais, qui ne ressentiraient pas en fait un désir de domination, de s'installer, d'être le meilleur, etc. Puisqu'on ne sait jamais, en fait, la situation peut dégénérer. C'est pas moi, c'est les autres, etc. Je ne connais pas de gens, en fait, qui ne ressentent pas ça. Par contre, j'en connais plein qui le ressentent et qui se maîtrisent, et qui sont disciplinés, tu vois. Dans la religion, on va dire, nous sommes tous des pécheurs. Ouais. Donc, à partir de là, la tentation peut arriver pour tout le monde. Ouais. On a tous des failles, d'une certaine manière. Moi, je ne crois pas en l'absence de tentation, pour utiliser des termes religieux. J'y crois absolument pas. Par contre, je crois en la discipline, et ça, par contre, c'est parfaitement possible. Pour moi, en fait, pour éviter que ça se passe, le plus important, c'est de mettre en place des garde-fous. Et les mouvements qui ne pensent pas les garde-fous, effectivement, se font avoir parce que, ne l'ayant pas anticipé, quand ça arrive, ils ne savent pas en fait comment réagir. Les garde-fous, ça peut être, par exemple, sur le fait qu'on ait un leader, c'est de le limiter dans la durée. C'est pas forcément que le leader soit là ad vitam aeternam. Et que du coup, même en étant vieux, ne pouvant plus même bouger, ne serait-ce que se rendre sur un lieu justement parce qu'il est attendu,
il faut que, justement, il puisse y avoir une durée pour qu'il sache lui-même, en fait, qu'il a une certaine pression et qu'il n'est pas là, en fait, jusqu'à la fin, la fin des temps ou à la tête du mouvement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est fixer des objectifs. Tu es leader pour telle raison. Si tu n'arrives pas à faire avancer le mouvement vers ce programme-là, justement, qui a été établi, ben en fait, tu es destitué de ton rôle de leader. Tu ne peux pas continuer à être un leader alors que tu ne réponds pas aux résultats attendus par ton mouvement. Donc, ces choses-là, il faut les mettre en place. Et un organe de justice interne aussi au mouvement. Traiter, en fait, quand il y a une problématique qui est liée à n'importe quel membre du mouvement, mais aussi par le leader, parce que des fois, il y a des mouvements où on va voir comment les membres de l'Assemblée, justement, quand il y a un conflit entre eux, comment on le règle. Mais très peu, en fait, on parle de celui qui est leader et qui a une position hiérarchique par rapport aux autres, les garde-fous par rapport à sa position de leader et le fait qu'il va l'exercer parce qu'il a un ascendant sur l'autre. Donc, c'est de prévoir, justement, dans ces organes de justice-là, comment on réagit, comment déjà on détecte ce type de comportement et ensuite comment on les traite une fois que c'est arrivé et comment, justement, on peut destituer un leader. Il faut aussi que le leader ait la sensation qu'il peut être destitué à tout moment. S'il a la sensation, en fait, qu'il est là et qu'il a les pleins pouvoirs à jamais, ben c'est là, en fait, qu'on peut, en fait, entamer des processus qui sont très, 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 très négatifs. Et ça, c'est surtout au niveau en tout cas de la documentation qu'on a sur les personnes qui ont été chefs d'État dans des pays africains qui venaient d'être souverains, en tout cas indépendants. Des fois, en fait, on voit qu'au début, effectivement, ils sont dans un processus démocratique. D'ouverture. Voilà, etc. Et d'aller-retour entre l'élite et le peuple, etc. Et puis, une fois qu'ils arrivent à avoir des pouvoirs de plus en plus conséquents, hop, ils deviennent autoritaires. Déconnexion, ils sont déconnectés. Ils commencent effectivement à être totalement déconnectés. Et là, ils vont prendre des décisions qui ne sont plus régies par les fondations du mouvement, mais par sa propre volonté. Là, ils fédèrent moins par rapport à leur poste et puis par rapport également à la place où, comme ils ont pu arriver là. Parce que s'ils ont pu arriver à ce poste-là, c'est en fédérant autour d'eux. Mais là, à partir de là, en se déconnectant, les gens fédèrent moins. Et aussi un manque de confiance parce que le problème aussi, tu peux être leader, mais il faut aussi faire confiance également à ceux que tu vois qui peut être leader à son tour. C'est ça, oui, effectivement. Ça, on va l'aborder aussi. C'est aussi le fait que quand tu es un leader, il faut aussi penser à l'avenir du mouvement. Et on constate, même sur notre petite île, c'est compliqué. On va continuer. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathis ? Ouais. Donc, au préalable, que tout le monde soit formé avec des exemples, puisque les choses se sont passées, en fait, il faut en tirer des conclusions, avec des exemples de pourquoi les mouvements ont périclité, comme dit Ulrich. Et puis, une fois qu'on y est, des rotations, un poste à durée limitée, des objectifs clairs, donc des raisons pour lesquelles on peut être destitué, un cadre du pouvoir. Et puis retenir qu'en fait à la base on est censé être au service du mouvement et non pas être le mouvement lui-même. Ouais. Mais messieurs, là vous parlez un petit peu dans un poste de responsabilité, mais par exemple tout ce qui est leader par exemple dans un parti politique, ils ne sont pas forcément régis en termes de législation à une surveillance d'un organe qui va leur dire de passer la main. Par exemple, quelqu'un de leader charismatique, chef d'un mouvement, d'un parti, c'est difficile pour l'extérieur de le déloger. Pour l'extérieur ou pour le reste des membres du parti ? Quand je dis de l'extérieur, tout à l'heure là, on parlait d'exemples par exemple, comment expliquer ça, d'organismes permettant, par exemple, pour alterner. Ouais. Mais là, par exemple, un chef de parti très très important dans un pays, mis à part ses adhérents, personne ne peut le déloger. Mais comment on peut déloger quelqu'un qui s'accroche à son poste, par exemple, de leader, mais dans un parti à lui, parti politique ou bien un mouvement ? Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, si la personne, en fait, s'accroche comme un col roche et ne veut pas sortir alors que tout le parti, en fait, lui dit que c'est terminé, en fait, c'est de quitter le parti. Il faut bien... Il faut que tout le monde quitte le parti. Il faut bien voir que, je parlais effectivement des organes internes. Il faut bien voir qu'en général, dans les partis politiques, il y a une durée de mandat. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du mandat,
ayant un certain pouvoir, souvent ils ne sont que les seuls justement à se représenter. Mais par exemple, ça fait partie des garde-fous, c'est-à-dire que tu ne peux pas te représenter un nombre de fois à la tête du parti, comme ça limite. Ou alors tu ne peux pas faire 2 mandats consécutifs, ça aussi ça limite. Ça va rentrer dans la charte. Oui, mais c'est ça que je dis. Quand je dis qu'il faut le penser, c'est-à-dire qu'il faut créer des outils pour pouvoir limiter un pouvoir excessif à un moment donné. Et ça va être aussi parfois le fait que, comme tu n'as pas atteint le résultat, donc tu es déchu, et c'est des organes internes en fait qui peuvent les déchoir. Et s'il n'y a pas effectivement 2 personnes qui se présentent à la réélection, ben ça ne compte pas en fait. Et effectivement, une charte est obligatoire. Au bout d'un certain nombre de personnes, et si on veut atteindre des objectifs précis, c'est obligatoire. D'accord, bon, on va continuer. Le risque d'une personnalisation des mouvements militants est souvent critiqué. Pensez-vous que le culte de la personnalité peut nuire à la cause? Je crois que les seules raisons de se soumettre aux critères en fait de personnalité, c'est pour essayer de conquérir les publics un peu sceptiques, si tu veux, qu'un mouvement ait une personne dans la bonne tranche d'âge, avec la bonne tête, les bons vêtements, la bonne façon de parler à l'époque, c'est qui parle bien français, qui est un homme jeune, etc. Je crois que les seules raisons pour lesquelles en fait les gens mettaient ça en place, c'était pour les sceptiques. Mais au sein du mouvement, normalement, d'après mes valeurs, je pense qu'il faut s'émanciper totalement de l'effet de halo, et de l'apparence. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. C'est au-delà de ça. C'est parce que c'est malsain en fait. C'est parce que c'est malsain et que c'est anti-intellectuel. C'est surtout ça. C'est pas parce qu'une personne a cet aspect-là que c'est une personne plus formée, plus légitime. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un piège en fait. C'est un énorme piège. Jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui votent en politique par rapport à l'aspect de la personne qui se présente. Pas par rapport au programme, pas par rapport aux propos, mais par rapport à l'aspect. Et c'est complètement anti-intellectuel et je considère que c'est dangereux. C'est la faute à qui? La faute à qui? Ça fait partie des fonctionnements du cerveau humain. Voilà, c'est comme ça. On a des biais de réflexion. Et pour moi, pas la civilisation, mais la sagesse, ça consiste à découvrir ses biais et à fonctionner malgré eux. Parce qu'il y en a parce qu'il a des sacs de ciment, parce qu'il a fait entrer un cousin dans la mairie et tout comme ça, il va être vite validé aussi. Hein. Ah ok, ça c'est de la corruption, c'est différent. ce dont je parlais, c'était plutôt, notre cerveau fonctionne, notre cerveau est comme il est, on voit une personne qui est belle, on a plus confiance en elle qu'une personne qui est moins belle, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est totalement anti-intellectuel, c'est une réalité. Et si, dans un mouvement, on prend la décision d'avoir 2 personnes à compétences égales, et on va dire qu'on va mettre plutôt celle qui est comme ça, en fait, on se soumet au biais de réflexion du public qu'on vise. Et je trouve que c'est malsain, puisque c'est un nivellement par le bas. Ça veut dire que le public ne se remettra jamais en question, on va lui donner ce qu'il veut, et le système va continuer de fonctionner comme ça. Et dans un mouvement militant, c'est exactement pareil. Je pense qu'il faut miser sur le fait que les militants soient éduqués à leur biais de réflexion, qu'il faut miser sur le fait qu'on s'adresse à un peuple qui est éduqué aussi. Parce que sinon, c'est du nivellement par le bas et ça donnera jamais rien de bon. Ça ne va pas faire évoluer les choses. Ouais. Moi, pourquoi j'alerte à la personnification d'un mouvement? Parce que la première chose, c'est que souvent un mouvement naît de plusieurs personnes qui partagent des valeurs communes et qui ont envie de les véhiculer, surtout dans le militantisme. Et souvent, en fait, on va oublier finalement que c'est quoi le message de base ou quelle est la fonction finalement du mouvement pour ne se référer qu'à la personne du leader et au message que véhicule le leader plutôt que véhicule le mouvement. Surtout quand, à un moment donné, ça peut arriver que ce ne soit plus lié, que ce soit décorrélé, le message du mouvement et le message du leader. Et là, c'est problématique parce que du coup, c'est le flou, parce qu'on ne sait plus à quoi se référer. Et en plus, l'autre chose, c'est que souvent un mouvement dépasse la vie d'un leader, d'un homme. D'accord ? Des fois, en fait, ça va durer beaucoup. Par exemple, l'ANC a été créée au début du XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, il y a l'ANC.
Nelson Mandela n'a été à la tête de l'ANC sur une courte période par rapport à la période d'existence de l'ANC. Pour autant, quand on parle par exemple de l'Afrique du Sud, on ne parle pas de l'ANC. Pourtant, c'est le mouvement qui a opté pour que Nelson Mandela soit à la tête de ce mouvement-là. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, ce n'est pas que Martin Luther King. C'est un ensemble justement de personnes qui ont fait en sorte de lutter pour obtenir des droits égaux à ceux des Blancs. D'accord ? Le plus important, c'est ça. C'est pas de se dire que Martin Luther King a fait ça, donc le mouvement est allé dans un bon sens à un moment donné. Et quand il a commencé à faire peut-être des erreurs stratégiques, ça dépend de comment on voit les choses, hop, c'est la faute de Martin Luther King. Et on va du coup personnifier. Tout le mouvement des droits civiques, c'est lui, et c'est lui en fait qui a fait échouer le mouvement des droits civiques. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça le danger de personnifier un mouvement. Parce que le mouvement en général dure plus longtemps que la personne en question. Et ce qui se passe aussi des fois, c'est que quand c'est trop personnifié, que c'est trop une personne qui représente un mouvement et qui finalement devient le mouvement, et que c'est vraiment une forme d'essentialisation, le problème c'est qu'effectivement, à ce moment-là, quand il meurt, que deviennent ses idées? Que devient le programme du mouvement? Je vais prendre un exemple, c'est Marcus Garvey. Une fois qu'il est mort, qu'est devenu l'UNIA? Qu'est-ce qui a été fait une fois que son bateau justement a été saisi pour une histoire de timbres fiscaux? Qu'est-ce qui en fait, c'est quoi la transition? Qu'est-ce qui s'est fait après? C'est ça en fait qui est problématique. Donc, pour moi, en fait, la personnification, pour ces raisons-là, il faut faire attention. Et pour moi, il faut mettre en place effectivement des outils pour ne pas arriver à ces conséquences qui sont pour moi néfastes. Tu veux ajouter quelque chose, Mathis? À partir du moment où il y a, par exemple, un point de divergence, un manquement, ou que le leader donne son avis sur une problématique, en fait, on va considérer que tout le mouvement, en fait, c'est ça, en fait, son alignement idéologique. Et du coup, moi, je ne suis pas d'accord, donc du coup, le mouvement a perdu. Tu vois. Une grosse problématique qu'il y a, ça va être, je ne sais pas moi, ça va être l'homosexualité. L'homosexualité dans le mouvement panafricaniste que je vois, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Peut-être que tous les panafricains n'ont pas le même positionnement par rapport à l'homosexualité, mais si le leader dit que en fait, c'est pas son truc et que c'est pas cool, en fait, si on commence à dire que tout le panafricanisme, en fait, c'est comme ça qu'il pense, en fait, c'est pas possible. Si des milliers de personnes pensent de la même façon, c'est pas possible, en fait. Donc, si on considère que le leader représente 100% sur tous les points, ce que pense le leader, c'est ce que pense le mouvement, en fait, déjà, c'est pas possible. Et ensuite, on va perdre énormément de monde. Le leader, c'est une seule personne. Il y a des choses qu'il ne sait pas, il y a des choses sur lesquelles il se trompe, il y a des éléments de langage. Là, il a utilisé celui-là, et c'est pas passé. En fait, sa figure est limitée dans le temps. Et aussi, c'est un être humain, donc ses compétences sont limitées aussi, en fait. Contrairement à si on était en autonomie, si on plongeait, en fait, dans ce mouvement-là et dans son côté hétéroclite. Par exemple, je pense au mouvement de 2020, par exemple. On aurait pu se limiter aux personnes les plus visibles et regarder ce qu'elles disent. En fait, le mouvement RVN, c'est ça. Du coup, ça me plaît pas. Ou alors, ce que je considère comme étant plus sage, c'est y aller, rencontrer une multitude de personnes et trouver ta place. Trouver ta place activement, malgré le fait que en fait, tu ne sois pas à 100% en accord avec tout ce qui est prôné, puisque de toute façon, c'est quelque chose de trop liquide et de trop varié, de trop varié pour être résumé sur une seule personne. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont juste regardé le leader, qui ont dit ça je suis d'accord, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, c'est pas assez pour moi, je reste sur le côté. Voilà. Pour moi, en fait, c'est c'est un phénomène qui est facilité par le fait de se focaliser sur un leader. Et du coup, pour moi, il y a aussi, alors on peut l'appeler différemment, donc le syndrome du héros ou du sauveur ou du super-héros, c'est que du coup, les personnes qui vont venir, qui vont l'observer de l'extérieur, vont considérer que c'est lui le sauveur. La voie du succès ne va passer que par la personne. Et ça, en fait, c'est de l'aliénation. C'est-à-dire qu'on donne la responsabilité de l'action à quelqu'un d'autre que nous. Alors que si on est dans une dynamique où on est impliqué et nous-mêmes, justement, nous sommes le mouvement et pas le leader et le mouvement, en fait, ça nous permet d'agir. Alors que
souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on a tellement personnifié et qu'il est devenu, du coup, le sauveur ultime, c'est quand le leader décide de bouger qu'on bouge. Et ça, c'est problématique parce que, du coup, comme il l'a dit, c'est un être humain, il peut se tromper. Et quand il va se tromper, en fait, il va emmener toutes les personnes qui vont suivre bête et méchamment, en tout cas bec et ongle, ce qu'il dit, alors que, en fait, en se consultant et en ayant des contre-pouvoirs, on pourrait réfléchir à ce qui est fait et aller faire des actions qui seraient différentes. Donc, il faut... À travers toujours une majorité, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire le mouvement, les personnes dans le mouvement, il y a un vote, et à partir de là, on choisit selon le vote. On va en direction selon le vote. Exactement. Mais du coup, comme on est dans des rapports de temps qui sont très, très complexes, en tout cas qui vont à ce qu'il faut prendre des décisions rapidement, effectivement, le fait d'avoir un leader permet de gagner du temps. Mais par contre, ça permet aussi, parfois, la conséquence, c'est que parfois, en fait, on gagne du temps, mais en prenant des décisions qui vont à l'encontre du mouvement lui-même. Donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qu'il faut réussir à chercher, et que c'est pour ça qu'on alerte sur le fait que, attention au syndrome du super-héros, parce que des fois, en fait, ça pousse à l'inactivité et à remettre la responsabilité que sur le leader. Ouais, c'est ça. Le leader, c'est aussi un excellent moyen de se déresponsabiliser, en fait. Moi, je décide de rien faire par flemme, manque de courage ou parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire et tout, pour les mouvements qu'il y a en ce moment ou pour de l'écologie ou pour... En fait, la question que tu veux, en fait, il y a des acteurs visibles qui s'en occupent, qui sont actifs, qui sont motivés. Et moi, je ne fais rien. Si le mouvement capote, si le leader fait, je sais pas moi, un dérapage ou ce que tu veux, en fait, je peux parfaitement mettre la responsabilité sur lui et être parfaitement à l'aise avec le fait que moi, je fais rien. Tu vois, je fais rien et en fait, c'est lui qui devait faire. De toute façon, c'est lui qui faisait et qui faisait très bien. Et là, en fait, il a déconné, il a mal fait et moi, je suis ok. J'ai bien fait de ne rien faire. Finalement, c'est pas grave en fait, puisque ceux qui font mal. Tu vois. Manque de responsabilité. Ouais. Exactement. Déresponsabilisation. Ouais. Déresponsabilisation, ouais. Certaines formes de militantisme, comme les mouvements horizontaux ou sans leader, revendiquent l'absence de leader pour éviter les hiérarchies. Que pensez-vous de cette approche? C'est très difficile. Ah oui, on en a déjà parlé, mais je voudrais rajouter que l'outil de gouvernance horizontale, c'est très difficile. C'est difficile lorsque tu as vécu 20 ans, 25 ans, 30 ans avec des organisations pyramidales, voire verticales. C'est très difficile en fait de faire fonctionner ça, puisque du coup c'est engageant, c'est responsabilisant tout le temps en fait. Tu ne peux pas te la couler douce, tu ne peux pas te déresponsabiliser. Donc ça demande énormément de discipline, mais très clairement... moi, c'est la forme de fonctionnement dans laquelle je trouve que ma dignité est la plus défendue et où je trouve que les rapports humains sont les plus sains. Mais du coup, effectivement, c'est engageant. Mais pour moi, hors état d'urgence, donc lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a la disponibilité, c'est le meilleur mode de fonctionnement. Vous pouvez rappeler la définition d'anarchie? Parce qu'on l'a dit au début. Et c'est un petit peu la phase, c'est-à-dire que... Tu te rappelles de la définition d'anarchie? Alors, pas de la définition, mais ce sont des mouvements justement qui organisent le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie pyramidale et que du coup, ça va être une prise de responsabilité collective et pas individuelle. Donc, en fait, c'est un ensemble de critères comme ça qui font qu'ils vont abolir le syndrome du sauveur, le fait qu'il y ait un dieu, le fait qu'il y ait un maître, le fait qu'il y ait une hiérarchie justement qui est pyramidale. Ça veut pas dire chaos. Ça ne veut pas dire désorganisation. Oui. L'anarchie est organisée avec des responsabilités, avec des rôles, comme on t'a dit, mais il n'y a pas d'ascendant, en fait. Tu ne peux pas donner des ordres, en fait, et faire preuve d'autorité sur quelqu'un. Donc, c'est organisé, il y a des règles. Il y a des règles, l'anarchie, ce n'est pas le chaos. Et c'est fonctionnel, quoi. Il y a des exemples de pays qui sont sur l'anarchie. Vous avez des... Le problème, en fait, avec l'anarchie, c'est que si, par exemple, tu fais un gouvernement, tu sors de l'anarchie, en fait. Gouvernement et anarchie sont antinomiques. D'accord ? Et donc, l'anarchie, les exemples que j'ai, en fait, ce sont juste des organisations ponctuelles qui ne durent pas très longtemps et sur des petits groupes d'humains. Petits groupes d'humains pour diriger un pays? Non, pas pour diriger un pays. Un pays anarchique, je n'en connais pas.
Ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça existe. Encore une fois, et après, là, on va peut-être un peu sortir du débat, mais il faut définir ce qu'est un pays, en fait. Puisque pour la définition d'un pays, c'est quelque chose de très clivé et qui a été problématique. Puisque, en fait, tu traces des frontières, tu mets un drapeau, tu mets une hymne nationale, tu mets un machin truc. Surtout en Afrique, par exemple. Voilà, et ce n'est pas le seul mode d'existence humain qui puisse exister, en fait. Tout à fait, voilà. Donc, si ouais, tu me parles d'un groupe humain, certainement. Et c'est pas obligé que il y a eu un mode de fonctionnement anarchique de 1950 à 1980. En fait, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques semaines, mais en fait, l'anarchie est un mode de fonctionnement humain. Par exemple, dans un groupe d'amis, en fait, si on décide de s'organiser pour un truc, on va pas forcément créer une hiérarchie, mais on va distribuer des rôles et certaines personnes vont avoir des responsabilités pour un temps très court et en fait, ça a fonctionné. Et par exemple, un mouvement militant, pour certaines missions ou plus largement le mouvement lui-même, peut parfaitement s'organiser en anarchie. Donc le fait que c'est accolé au chaos, c'est parce qu'il y a aussi une opposition du système en place contre l'anarchie, notamment à la fin du 19e siècle, où l'anarchie justement prend de l'ampleur et commence à prôner la propagande par le fait, donc le fait d'être activiste et de faire des actions. Je prends un exemple, par exemple, de faire exploser des banques, par exemple, et de les braquer pour redistribuer l'argent. Bref, ça a créé justement une situation où le pouvoir s'est retrouvé embêté, en tout cas, par ce type de fonctionnement. Et en fait, ils ont entamé une propagande sévère pour pouvoir mettre fin au mouvement anarchiste à ce moment-là, notamment en France. Et c'est comme ça, en fait, que va rentrer dans l'esprit des gens le fait que l'anarchisme, c'est le chaos. Et comme l'a dit Mathis, c'est très important de le rappeler, ça ne veut pas dire le chaos ou le désordre. Maintenant, l'histoire de pays, comme on l'a dit, c'est militantisme et leadership. C'est pour ça qu'on a circonscrit à cela, parce que l'anarchisme, justement, fonctionne, on l'a vu et on l'étudie sur des petits groupes d'humains. Ce n'est pas forcément fait pour diriger, justement, une nation. Et d'ailleurs, ils remettent en question l'idée d'une nation. Et pour moi, c'est une approche qui est intéressante pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Pour éviter qu'il y ait une personnification, pour éviter qu'il y ait un abus d'autorité, pour éviter qu'il y ait des processus de domination d'humain sur humain, d'humain sur la nature, etc., etc., d'hommes sur femmes, de riches sur pauvres, enfin bon, voilà, etc., ou d'hétérosexuels sur homosexuels. Pour éviter tout cela, c'est très intéressant justement de mettre en place des processus horizontaux. Mais effectivement, comme l'a dit Mathis, surtout quand on est dans une société qui est habituée à fonctionner avec de la hiérarchie, les traces de domination en fait reviennent systématiquement et de déresponsabilisation reviennent systématiquement, et c'est très très compliqué à le mettre en place. Par contre, une fois que c'est mis en place et qu'il y a tous les garde-fous dont on a parlé, ça peut effectivement durer, ça peut être beaucoup plus pérenne que les mouvements pyramidaux, et c'est aussi une expérience de terrain qui fait que je constate que les mouvements qui sont très personnifiés et très gouvernés par un leader, en fait, finissent par péricliter, malheureusement. La dernière question, j'ai l'impression qu'on l'a déjà répondu, mais bon, je vais quand même la poser, mais il me semble quand même. Les mouvements décentralisés peuvent-ils être plus efficaces que ceux qui ont des leaders charismatiques identifiés? Ok, ben j'ai un problème avec la notion d'efficacité. Pourquoi? Et on va aller rapidement parce que dans un petit moment, avant la conclusion. Ok. Par exemple, en termes de productivité, de rapidité pour accomplir une tâche, etc., pour moi, c'est très clairement la hiérarchie qui est efficace. Pour être rapide, prendre des décisions rapidement, faire fonctionner l'appareil autoritaire, etc., déployer des ressources rapidement, c'est l'autorité qui est efficace, en fait. Donc, pour moi, le terme efficace est problématique. Par exemple, on était tous ébahis face à la rapidité avec laquelle le gouvernement chinois a construit des hôpitaux pendant la crise Covid, etc. Parce que là, en termes de démocratie, on n'y est absolument pas. C'est vertical. Et lorsque la tête décide de prendre une décision, c'est fait. Il n'y a pas de discussion de faire machin. Okay. Pas d'assemblée, etc. Donc, pour moi, en fait, la décentralisation, l'horizontalité, ce sont des outils. Le but est humain, en fait. Le but, c'est une question de dignité, c'est une question d'égalité, c'est une question de liberté, en fait. C'est pas une question d'efficacité. Du coup, le terme d'efficacité me pose problème. Mais du coup, en même temps, j'avais en profité pour conclure.
c'est que, à mon sens, ça permet d'avoir des mouvements qui sont plus pérennes. Et pérennes sur le but du mouvement. Véhiculer un message, avoir une charte avec un programme à appliquer sur un certain nombre de temps. D'accord ? Donc, pour être dans cette dynamique-là, effectivement, je pense qu'il faut qu'on pense de plus en plus à des mouvements décentralisés et horizontaux. Surtout étant donné les traumatismes qu'on a vécus de façon intergénérationnelle et qu'on continue à vivre actuellement. Une des solutions, justement, pour ne plus être dans des rapports d'oppression, c'est effectivement, à mon avis, d'organiser des mouvements horizontaux. Parce qu'en fait, ça va permettre de retirer ces traces de domination-là et à chacun de prendre sa place et de se sentir utile dans une société en fait, où sa parole aura autant de valeur que n'importe qui d'autre, quels que soient les privilèges dont chacun peut jouir. Voilà. Nous touchons à la fin. Ça s'est bien passé, Mathis? Impeccable, super. Merci pour la thématique. Ta conclusion par rapport à toutes nos questions? Oui, à la thématique. Je retiens que c'est quelque chose d'exigeant, hein, comme beaucoup de sujets du militantisme, c'est quelque chose d'exigeant. Je pense que beaucoup de réponses viennent de là. C'est un plaisir d'être sur ce chemin de réapprentissage de certaines pratiques humaines, s'émanciper de la hiérarchie. Voilà, c'est bien de le faire en groupe parce que tout seul c'est impossible, et c'est bien d'avoir un groupe de personnes qui essayent de faire fonctionner ces outils-là. De réflexion. Ouais. Et de mise en pratique. De mise en pratique. Tu as donné ton mot de fin. Oui, c'est clair. Du coup, ce que je vais ajouter, c'est n'oubliez pas de nous suivre sur la page F-Media et de contribuer justement, de ne pas être dans cette dynamique de personnifier tout peut-être par Jonathan, Audrey ou moi, et de se dire que c'est une émission qui est faite pour déconstruire certains sujets et apporter des alternatives, et donc chacun en fait peut y participer. En Martinique, on est 340 000, hein, on a 340 000 cerveaux, on peut tous se mettre à contribution pour créer quelque chose qui sera innovant et qui sera en rapport avec notre façon de penser et de vivre en fonction de notre culture. Donc nous ne sommes pas justement dans un système fermé et hiérarchique. On appelle justement à tous ceux qui veulent contribuer en fait de se présenter, d'appeler soit Zouk TV, soit effectivement nous contacter sur l'Instagram de F-Media, et ce sera avec plaisir en fait qu'on traitera des thématiques que vous voulez proposer, ou alors qu'on vous accueillera sur le plateau pour pouvoir échanger sur n'importe quel sujet en fait qui vous touche et que vous pensez en fait qu'il faut que les Martiniquais soient au courant. Chacun doit y contribuer, chacun doit mettre sa pierre. Donc, et puis j'ai dit aussi, sur tout ce qui est YouTube et Facebook, rajoutez votre commentaire. Ça aussi, les retours, on en a besoin. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que vous avez apprécié la thématique de ce soir. C'était très, très intéressant. Merci encore, Mathis. À une prochaine. Ou Jassav. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.